Alors Muriel, aujourd'hui, on va dire notre combat commun contre évidemment les violences sexuelles, la pédocriminalité, occupe une place particulière, c'est la une. Et curieusement, c'est à cause du président Macron, qui coup sur coup a coupé la tête du juge Durand qui dirigeait la Civise, et ensuite a pris bec et ongle la défense de Depardieu. Comment, selon vous, on peut se tromper à ce point? Enfin, alors, c'est sûr que c'est atterrant, mais je pense que tout ça est très pensé. Enfin, hein, il se trompe pas. Enfin, je veux dire, il est sur sa ligne. Il a toujours été sur cette ligne de dire une chose et puis son contraire, en quelque sorte, de, de, de parler de la grande cause, sur l'égalité des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes et parler de délation en même temps, pendant son discours de 2017, hein, de, d'effectivement intervenir après MeToo Inceste, enfin après les 80 000 tweets de MeToo Inceste, dire ça y est, on vous entend, on vous croit, vous serez plus jamais seul. Et puis, euh, et puis voilà, ce qui arrive là maintenant, 3 ans après, enfin, on a un peu l'habitude, quoi, d'une certaine manière. Enfin, c'est malheureusement pas très étonnant. C'est affligeant, mais c'est pas très étonnant. Oui, mais on pouvait quand même s'attendre à ce qu'il y ait un mieux, parce qu'après tant d'années de lutte, avec des revendications qui finalement sont de bon sens, hein, comprennent les recommandations de la Civise ou ce qu'on a pu réclamer les uns et les autres depuis tant d'années, on se demande, vous les connaissez quand même les politiques, vous les avez fréquentés au travers de votre assaut, au travers de la Civise, vous avez fait Dieu sait combien de rencontres, de colloques, pardon, de trucs. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? C'est quoi le problème? Parce que quand ça veut pas, on dit. Et là, ça veut pas. Il s'agit de surtout pas permettre aux enfants de parler et de les protéger et de leur rendre justice. Enfin, je veux D'accord, mais dire, pourquoi? Pourquoi? il y a de tels dysfonctionnements. Enfin, je veux dire, c'est tellement catastrophique, l'impunité est tellement mal que ça nécessite quand même des décisions politiques extrêmement courageuses, avec vraiment des remaniements énormes de toutes les institutions. Enfin, ça nécessite de grandes réformes qu'il faudrait faire et qu'apparemment ils n'ont pas envie de faire. Alors, déjà, il y a cet élément-là. Ensuite, on est dans un monde de dominant où les privilèges sont vraiment très préservés. On le voit là par rapport à Depardieu. Et on n'a pas envie de changer les choses profondément. Enfin, d'un côté, on ne veut pas changer, euh, adapter nos institutions et la justice à cette situation pour lutter réellement contre cette situation et protéger les enfants. Et de l'autre, on ne veut changer les choses. Et puis, on ne veut pas plus. Enfin, c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire quand on a laissé une impunité telle se mettre en place, on est face à des chiffres qui sont d'une telle ampleur qu'il y a énormément de gens qui sont mouillés jusqu'au cou dans tout ça. Et que du coup, tout est extrêmement compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, il faudrait un courage politique et être soi-même en dehors de tout conflit d'intérêts par rapport à des personnes autour de soi, à des situations. C'est, vous savez, je travaille avec Denis Mukwege en RDC, qui est prix Nobel de la paix, et qui me dit bah, on n'arrive à rien bouger en RDC parce que l'impunité a été telle par rapport à tous les massacres, tous les viols de masse, etc., que du coup, le système est entièrement bloqué par tous les bourreaux qui sont à tous les. Enfin, il y a un moment où c'est extrêmement difficile de faire bouger les choses et on le voit. Et du coup, ça bouge toujours à la marge. Enfin, ce qu'on obtient, c'est par exemple, on obtient des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Enfin, on obtient des choses, mais qui fondamentalement, ne font pas bouger les choses. Euh, Là, pour ce qui est des condamnations pour viol, on a quand même 40% de condamnations pour viol de moins en 10 ans.
de 2008 à 2018 et encore 30% de moins depuis 2018. Donc il y a pas de volonté politique pour changer les choses. Alors que les plaintes continuent à augmenter. Oui, oui, en plus. Donc on est dans le délire absolu. C'est quelque chose qui est hallucinant. Il y a, je dis, alors on obtient ce qu'on obtient. Ce qu'on obtient et qui est vraiment très important, c'est que il y a on obtient une légitimation de la parole des victimes. C'est-à-dire que le mouvement MeToo Inceste, MeToo d'abord, puis MeToo Inceste, tout ce qu'on a fait, la Civise, tous ces témoignages, là, il y a quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que la parole s'est libérée, et la conscience de cette réalité catastrophique, elle est là. Mais en faire quelque chose, c'est-à-dire que changer la donne en termes de pouvoir public, en termes de décision politique, ça, on n'arrive pas à l'obtenir. Ce qui me fait peur, alors vous voyez, c'est que quand j'avais fait 1 sur 5 et on était allé voir avec les participants du film 1 sur 5 les candidats. Et ce qui est terrible, c'est que celle qui était la meilleure dans les réponses et qui connaissait le dossier, c'était Marine Le Pen. Je ne pense pas que vous soyez vous-même d'extrême droite, ça n'est pas mon cas, mais quand même, ça nous dit, il va falloir attendre qu'il y ait Marine Le Pen présidente pour qu'il fasse vraiment quelque chose. Enfin, je pense que ça changera strictement rien. Enfin, je veux dire, ça, j'y crois pas du tout. Enfin, là, il y a ce qui est dit, les paroles qui sont dites, et puis il y a la réalité des choses. C'est-à-dire, elle sera engluée, elle aussi, dans un tas de conflits d'intérêts. En plus, on peut pas penser que l'extrême droite va s'attaquer aux inégalités, à la position dominante. Par définition, c'est son lot de commerce. Enfin, je veux dire, donc ce qui est à l'origine des violences. Et bon, on peut pas. Enfin, je veux dire, il faut rappeler quand même que plus de 80% des victimes sont des filles, qu'il y a un continuum de violence pour les enfants depuis le plus jeune âge jusqu'à l'adulte pour tout ce qui est filles et femmes. Là, ça nécessite aussi une position en termes d'égalité homme-femme, de féminisme qui est vraiment très importante, de lutte contre les discriminations. C'est pas Marine Le Pen qui va résoudre quoi que ce soit sur ce registre-là. Mais malheureusement, on n'a pas grand monde pour résoudre quoi que ce soit sur ce registre-là. Alors quand Macron dit, il le disait encore l'autre soir quand il faisait l'apologie de Depardieu, qui dit aimer beaucoup, il disait aussi que la lutte pour les femmes avait été un de ses grands chantiers, peut-être son plus grand chantier. Vous aviez remis, je crois, un rapport à Schiappa à l'époque, mais finalement, la montagne a accouché de quoi? D'une souris ou de quelque chose? Alors, la montagne a accouché de quelques... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a obtenu quelques lois, on a obtenu une loi qu'on aurait dû avoir depuis très longtemps, qui concerne le seuil d'âge. Enfin, c'est complètement... Oui, mais enfin, limite, hein, les 15 ans, c'est passé limite, hein, ça a failli être 13. C'est passé limite, avec aussi des éléments qui en diminuent l'application. Hein. Roméo et Juliette, etc. Moins 5 ans de différence d'âge, ça ne concerne pas les mineurs, entre les mineurs de 17 ans, par exemple, sur une enfant de 11 ans, on est toujours avec le même problème, mais au moins ça a été obtenu. Donc on obtient des choses. Mais pourquoi alors ok. Encore faut-il que ce soit appliqué. Et pour quelle raison il n'est pas passé à la défense des enfants derrière? Enfin, il avait un deuxième quinquennat, il pouvait s'occuper des enfants. On dirait toujours que ça le gêne. Est-ce que c'est lié au fait qu'il a rencontré sa femme quand il avait 14 ans et qu'elle avait beaucoup plus? Possiblement. Enfin, ça, je saurais pas. Je peux pas être. Ah, vous êtes psy, donc vous êtes capable de m'aiguiller. La problématique des violences sexuelles, c'est que la violence sexuelle est intimement liée au pouvoir et à l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que c'est dans toutes les sphères, qu'elles soient politiques ou familiales, dans le cadre de la famille. Donc, a priori, Macron, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit pour une égalité totale et qui n'ait pas une position de domination et de mépris pour les plus faibles et pour ceux qui sont les plus vulnérables. Enfin, je veux dire, qui sont possiblement des riens, en quelque sorte. Donc de toute façon,
là-dessus, disons il est vraiment dans ce bain-là. Donc je n'attends rien de lui, ça c'est clair. Mais alors, Muriel, si on ne peut attendre rien de personne, c'est à désespérer. Pourquoi on continue ce combat? Puisque on avance très, très, très petit à petit. C'est à se flinguer. De temps en temps, on désespère, hein, ça je peux vous le dire. Ben oui. Par ailleurs, il faut absolument le continuer parce que déjà, je vous dis, la victoire énorme qu'on a obtenue, c'est qu'énormément de victimes se sentent beaucoup moins seules maintenant, ils se sentent beaucoup plus légitimes. C'est-à-dire qu'on en parle. On parle des troubles psychotraumatiques. Il a fallu se battre de façon complètement incroyable là aussi, alors qu'on avait toutes les données, toutes les connaissances. Moi, j'ai vraiment donné toutes les informations, fait tous les travaux là-dessus depuis très longtemps. Et on est encore dans une situation en France où les médecins en France ne sont toujours pas formés au psychotrauma pendant leurs études médicales et en situation continue. C'est encore exceptionnel qu'ils soient formés, alors que c'est un problème de santé publique majeur qui est reconnu. Donc ça montre bien qu'il y a une volonté de s'opposer à ça, mais cette volonté de s'y opposer, elle ne peut pas, faire barrage sur tout. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à faire passer énormément d'informations. On arrive à avoir des chiffres. On arrive à dire exactement quelles sont les conséquences, ce qui se passe, et à en faire quand même un problème de société énorme. C'est-à-dire que ça, personne ne peut le nier, disons. Après, ce qu'on nous renvoie, c'est que non, toutes les institutions font leur travail, la justice fait son travail, il n'y a pas d'impunité, etc. C'est comme ça. Et puis, la loi, c'est comme ça. Vous savez, c'est le problème de la recherche de la preuve, c'est les 73% de classements sans suite. Il y a déjà très peu de victimes qui arrivent à porter plainte. Elles mettent beaucoup de temps à pouvoir le faire. C'est extrêmement dur avec toutes les conséquences qu'elles ont. Elles peuvent, au moment où elles sont enfin en capacité de le faire, ça peut être prescrit puisqu'on n'a pas encore obtenu l'imprescriptibilité. Donc c'est une galère pas possible. C'est vraiment un chemin extrêmement rude pour le faire. Mais quand elles le font, il y a 73% des classements, des plaintes qui sont classées sans suite. Faute de faire les enquêtes qu'il faut, faute de rechercher des preuves, faute d'adapter les preuves à la réalité de crimes aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une absence de volonté de faire vraiment les enquêtes qu'il faut, de prendre en compte les troubles psychotraumatiques. On travaille là-dessus au niveau de la Cour pénale internationale pour que les troubles psychotraumatiques soient pris en compte. Vous savez qu'à la Cour pénale internationale, les viols d'enfants, les viols systématiques d'enfants en situation de conflit, là aussi, il y a une impunité totale. Les enfants, le problème des enfants, alors particulièrement si en plus ces enfants-là sont des filles, si en plus ces enfants sont discriminés, par exemple s'ils sont porteurs de handicap, à ce moment-là, les chiffres explosent en termes de risque de victimation. C'est-à-dire que plus les personnes sont en situation de discrimination, plus elles subissent des violences. C'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on subit des violences, c'est qu'on est considéré, on est dans une société qui vous considère comme inférieur et comme, du coup, instrumentalisable, comme pouvant être réduite à un statut d'objet d'exploitation et d'esclavagisation sexuelle. Pour revenir à l'affaire Durand, si on peut parler d'affaire Durand, donc le président de la Civis qui s'est fait virer comme un malpropre, est-ce que son tort, finalement, c'est pas d'avoir surpris tout le monde en travaillant réellement et en proposant réellement des choses? Est-ce qu'on n'espérait pas, en créant cette commission, au niveau du pouvoir, avoir un comité Théodule de plus, et puis comme ça tout irait bien, le bon dodo habituel, un dossier poussiéreux et qui vient sur d'autres pôles? Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, c'est ce qu'ils attendent de toutes les missions, de
de tout ce qu'ils le font comme où ils vont interroger les Français sur telle et telle problématique, etc. Et puis en fait, ils n'en font jamais rien. Enfin, je veux dire. Et effectivement, ils sont tombés sur quelqu'un. Enfin, là, il y a eu un problème euh, de enfin, le choix du juge Durand n'a pas été adapté par rapport à ça. Alors, je pense que c'est un peu grâce à Adrien Taquet, quand même, qui avait vraiment, quand même, je pense, une certaine volonté que les choses changent, qui était secrétaire Oui, d'État. oui, je me souviens, je me souviens. Mais alors, Mais par ailleurs, dans le reste du gouvernement, non, ce n'était pas le cas. mais ce que vous dites alors augure mal de la suite avec le nouveau président qui s'appelle Sébastien Bouel, qui lui est contre l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Et sa coprésidente, Madame Ressalmon, elle est contre l'obligation de signalement pour les médecins. D'ailleurs, elle n'est pas coprésidente, elle est vice-présidente, c'est-à-dire que ce qui n'est pas anodin, en fait, sur le plan symbolique, ce ne sont pas des coprésidents, ce n'est pas un homme, une femme. Ah. Là, c'est un président homme et une vice-présidente femme. Et effectivement, le choix c'est quand même c'est des choix de membres en plus qui ont été membres de la Civise. Enfin, nous, on a un sentiment de trahison totale. Hein. C'est des gens qui ont été membres de la Civise et qui n'ont pas, effectivement, qui étaient contre des propositions, des préconisations qui étaient extrêmement importantes sur le plan de la symbolique de tout le travail de la Civise. Et c'est vrai que là, ce choix, bon, on avait compris qu'ils n'allaient pas reconduire Édouard Durand, ça on l'avait bien compris, mais là c'est encore bien pire, quoi, d'une certaine manière. Il aurait mieux valu quasiment que la Civise s'arrête là, pour au moins qu'elle soit préservée, que tout le travail préservé. Tandis que là, ce qui est très très inquiétant, c'est qu'ils vont avoir un certain pouvoir de nuisance sur ce qui a été fait. Parmi les 82 recommandations de la Civise dans ses travaux finaux, lesquelles vont se transformer éventuellement en loi ou en proposition de loi déjà? Est-ce qu'ils vont en garder au moins une? Alors, il y en a une qui a été mise en place, c'est sous une certaine forme, hein, mais ça a été la campagne nationale sur l'inceste. Ah oui, le spot. Oui, enfin bon, ça, le spot, ça fait rigoler quand même. Donc ça, oui, ça a été fait, mais sauf que bon, il y a rien qui suit derrière, il y a aucune information, il y a pas de voilà. C'est ça qu'ils attendaient de Durand et de vous. C'était un spot, un numéro vert et bonne nuit. Ouais, nous là, on a remis 700 pages. Je sais pas si vous les avez lues, mais enfin, je veux dire, on a énormément travaillé. Tout est extrêmement référencé. On a fait un travail énorme. Avec des préconisations qui ont été hyper réfléchies et qui sont applicables, enfin, qu'on peut mettre en place. Alors, bon, là, Charlotte Cobel a dit qu'elle reprenait 41, la moitié, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a une préconisation qui pourrait être mise en place, qui est celle qui avait d'ailleurs été avancée par le président de la République, là, en janvier 2021, qui était le dépistage systématique en primaire. Mais là aussi, il faut des moyens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut dépister les enfants, mais il faut qu'il y ait les personnes pour les dépister. Il faut que les professionnels soient formés. Enfin, tout ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc, bon, c'est pas, il y a tout ce qui concerne aussi l'autorité parentale par rapport aux dénonciations d'inceste paternel, par exemple, et le fait que les enfants puissent être remis, alors qu'ils ont parlé, puissent être remis au père, et que si la mère ne les remet pas, elle peut être poursuivie, voire emprisonnée. Bon, bah, tout ça, là, il y a une loi qui est en train d'être votée, mais c'est Isabelle Santiago qui l'a proposée. On va obtenir comme ça quelques éléments de tout ça. Par ailleurs, on ne les a absolument pas entendus en ce qui concerne la prise en charge psychothérapique, qui est extrêmement importante, hein, c'est une perte de chance épouvantable de ne pas apporter des soins spécifiques, spécialisés, qui sont efficaces.
aux victimes et qui sont nécessaires dès le départ, en urgence. Et là, il y a une préconisation avec quelque chose qui était applicable là aussi, parce que penser en termes de santé publique et de politique publique, avec 20 séances sur une année, entièrement prises en charge, et qui est reconductible. Donc c'était quelque chose qui était vraiment une idée très forte. Mais tout ça, là aussi, on n'en parle pas, on ne sait pas du tout ce qui va être fait. C'est comme les centres du psychotrauma. Au départ, nous, on avait fait, avec la délégation à l'offre de soins, on avait fait un cahier des charges sur ces centres. On devait en ouvrir au moins 100, un par territoire de santé mentale. Ça faisait au moins 100 centres. En fait, il y en a eu 10 qui ont été ouverts. Maintenant, on en est à 15. Mais c'est notoirement insuffisant. Il n'y a pas, par rapport au cahier des charges qu'on avait fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Et puis là aussi, ça nous a été ôté en quelque sorte pour en faire quelque chose avec beaucoup plus de devanture que de réalité sur le terrain, de prise en charge par rapport à des besoins spécifiques des victimes qui sont énormes. J'ai cru... Il y a une volonté de pas prendre en charge ces victimes aussi. Pourtant, j'ai cru comprendre que ce qu'ils annonçaient, c'est que la commission, telle qu'elle était avec Durand, s'était trop occupée des anciennes victimes. On avait beaucoup entendu, certes, mais genre, c'est bien, maintenant, il faut qu'on s'occupe des enfants de maintenant. C'est ça la priorité. C'est du flan, ça ? Oui, c'est du flan. C'est du flan. D'abord, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On s'est absolument occupé des enfants pour pouvoir les dépister, pour pouvoir les soigner, justement, pour pouvoir les prendre en charge. Donc, on s'en est absolument occupé. Et ce qui était vraiment très important, c'est de s'occuper de toutes les victimes. Mais les victimes, le plus souvent, quand elles commencent à parler, quand on commence à les connaître, elles sont déjà adultes. En moyenne, c'est 12 à 14 ans avant de pouvoir parler. Donc, il faut aussi s'occuper de celles-ci et s'occuper de toutes celles qui parlent, même si elles sont adultes, c'est extrêmement important pour protéger d'autres victimes. Enfin, ça, c'est évident. Ça permet de lutter contre l'impunité et de protéger beaucoup plus les victimes. Et puis, justement, on a vraiment travaillé avec toutes ces personnes qui ont témoigné pour voir qu'est-ce qui dysfonctionnait, leurs besoins. Alors, moi, j'avais déjà fait ce travail, parce que franchement, ce travail-là, même le travail qu'a fait la Ciivise, une bonne partie du travail, on l'avait déjà fait à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, on a rendu des enquêtes énormes, très détaillées, avec des préconisations. Je veux dire, c'est pas ça qui leur manque, les préconisations. Là, c'est un travail qui est à un instant T donné, avec un groupe important de personnes qui ont travaillé dessus. Mais on sait, tout ça, on sait déjà. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas agir. Ça, c'est clair. Oui, et vous parliez de conflit d'intérêts. Mais c'est un peu comme dans l'affaire Depardieu. Les signataires de l'appel à ne pas effacer Depardieu, c'est peut-être des gens qui ont justement des conflits d'intérêts possibles, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être eux-mêmes fait des bêtises, si j'ose dire, dans leur passé. Des proches qui veulent protéger, ou voilà. Donc, Voilà, et on ne sait jamais, et c'est là où bien souvent les journalistes sont empêchés de réellement travailler sur ces dossiers-là, c'est qu'ils n'osent pas sortir de trucs parce qu'ils se disent « oui, mais qui ça peut toucher, qui va être au-dessus de moi ?» C'est-à-dire, je te tiens, tu me tiens, et en plus, tu ne sais pas qui y a au-dessus, tu ne sais pas qui a fait quoi, et quelle ficelle il tire. Et donc, ce qu'on connaît bien, nous, dans tout ce qui est de la lutte contre les violences sexuelles, particulièrement contre la pédocriminalité, c'est qu'il y a toute une propagande anti-victimaire qui est extrêmement violente et présente, omniprésente, et que là aussi, les gens, ils ont du mal à percevoir que, par exemple, tous ceux qui peuvent prôner des théories anti-victimaires, ils sont possiblement en très gros conflit d'intérêts par rapport à eux-mêmes, possiblement, mais possiblement aussi par rapport au fait d'être payés pour le faire. On sait très bien que ça fonctionne aussi sur ce registre-là, et que au niveau scientifique, etc., qu'il y a
il y a des scientifiques qui sont payés pour donner certains résultats. Voilà. Bon, bah là, c'est pareil, hein, pour les théories antivictimaires qui reprennent tout le temps du poil de la bête, alors qu'on sait très bien qu'elles sont fausses. On a déjà tout démonté. On a déjà dit. Vous savez, on appelle ça de l'anti-épistémologie. C'est-à-dire qu'on a toutes les preuves. On a quand même des gens qui viennent et qui disent avec des arguments d'autorité, non, voilà, il y a les fausses allégations, il y a les faux souvenirs, il y a le syndrome d'aliénation parentale, il y a c'est un truc de dingue. Voilà. Et ça revient continuellement, alors que tout a été dénoncé, tout a été prouvé. Enfin, là, on a prouvé que tout ça était faux et n'était pas scientifique. Et cette propagande, on voit qu'elle repart très facilement là, autour de Pardieu. Elle est relais. Et on sait bien aussi que les réseaux sociaux fonctionnent avec des gens dont c'est le boulot d'aller pourrir tout et de tenir à des discours qui sont des discours anti-victimaires. Oui, et ce qui est embêtant... Une culture du viol, hein, tout ce qu'on appelle la culture du viol, c'est la mise en cause des victimes, le fait de dédouaner l'agresseur, de considérer que c'est toujours de la faute de la victime si les choses arrivent, que si quelqu'un passe à l'acte, c'est à cause de la victime, c'est pas parce que c'est pas lui qui crée des victimes, c'est une victime qui crée un prédateur, donc c'est sur la victime qu'on tombe. C'est à peu près le résumé. Oui, non, mais c'est la philosophie du « elle l'a bien cherché », et qui est une sorte de mantra du cinéma, en réalité, depuis qu'il existe. Pardieu l'avait dit dans une interview là, qui avait fait scandale aux États-Unis, où c'était les filles qui en étaient responsables, qui étaient responsables de leur viol. C'était à cause d'elles que c'était arrivé. Voilà. Il y a un changement qui est à la fois profond, philosophique, et il y a aussi la peur des politiques de bouger réellement. C'est-à-dire, ils sont tétanisés, quoi. Oui, ils sont tétanisés. Puis je pense qu'il y a, on voit avec l'affaire Epstein, on a vu aussi ce qui s'est passé avec l'affaire Jimmy Savile. Puis on voit que toutes ces affaires qui sont énormes, où il y a énormément de gens qui sont vraiment touchés par ce système, qui en font partie de ce système. Et on voit à quel point tout est tout le temps étouffé. Finalement, ça fait beaucoup de bruit à un moment donné, et puis après, plus rien. L'affaire Epstein en France, elle n'a pas fait énormément de bruit. Il y a eu rien quasiment tout de suite. Mais là, peut-être qu'à l'occasion du Nouvel An, on va avoir la publication de 180 noms, donc ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'ils vont publier comme nom réellement, mais ils ont fait au moins un effet d'annonce. Là, on est dans une situation qui est exponentielle, très explosive, puisque vous êtes beaucoup intéressé à ça aussi avec le film Sound of Freedom. On a eu 88 millions en 2022, 88 millions d'images et de vidéos pédocriminelles sur le net. Et c'est exponentiel. En 2014, on en avait 1 million. Bien sûr. Plus en plus. Et ces images et ces vidéos, elles sont produites elles alimentent ces images qui alimentent ce système-là, elles sont produites particulièrement dans les familles, hein, mais bien sûr. et dans les institutions où sont les pédocriminels. Et du coup amenés à passer à l'acte de façon beaucoup plus fréquente pour avoir de plus en plus d'images. Et donc on est devant quelque chose qui prend une tournure cataclysmique en quelque sorte, et qui touche. Et puis on le voit quand il y a des grands coups de filet, toutes les strates de la population sont touchées. Enfin, c'est pas. Voilà, mais le dénominateur commun, c'est toujours quand même une position de pouvoir sur une personne vulnérable, là en l'occurrence des enfants. Puisque vous êtes spécialiste de l'amnésie traumatique, qu'est-ce que vous pensez il y a toute une série, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, 50 voix contre la violence rituelle de femmes qui recouvrent, dont Anneke Lucas, Chantal Frey, sont des femmes qui évoquent avoir été livrées dès le plus jeune âge, et souvent dans le cadre de sectes un peu sataniques auxquelles appartenaient leurs parents, et avoir été livrées à des prédateurs, et ce pendant de longues années, et en avoir eu d'abord des flashs, mais ne sachant pas très bien si elles avaient
zappé ça de leur mémoire totalement, puis c'est revenu petit à petit, de plus en plus, et elles ont fini par comprendre comment c'était organisé, comment ça marchait, et aujourd'hui elles en parlent alors qu'elles n'ont jamais osé en parler réellement. Et donc ça a été lancé par, au début, 2 de ces femmes, et maintenant il y en a, je vous dis, 50 de toutes les nationalités, et qui racontent toujours la même histoire, celle de réseaux véritablement organisés, et je vous dis presque toujours teintés de rituels sataniques, avec des assassinats, avec, enfin, c'est absolument effrayant ça aussi. Oui, oui. Et il y a justement, il y a le criminologue là qui s'appelle Salter, qui est australien, qui s'intéresse de près, qui fait un travail scientifique vraiment très intéressant autour de ça, et qui s'intéresse de près justement à plein de témoignages de victimes qui se sont retrouvées dans des réseaux pédocriminels, et qui montre à quel point la personne ne veut entendre ça. Clairement, c'est toujours renvoyé à soit du complotisme, soit un mythe, comme on avait dit à Outreau, le mythe des réseaux pédocriminels, Ouais. alors que par ailleurs, on en démantèle continuellement des réseaux pédocriminels avec des actes horribles et des situations de torture absolue, et puis que malheureusement, on est bien placé pour savoir que l'être humain peut faire des horreurs absolues. Les horreurs absolues, on les voit beaucoup plus facilement en situation de conflit et de guerre parce que c'est plus apparent. On y a accès beaucoup plus facilement en quelque sorte, même si parfois il faut un peu de temps. Alors que en situation de paix, le système est beaucoup moins dérangé parce que en situation de conflit, il y a des pays qui sont en guerre, qui eux ont intérêt à montrer ce qui a été fait. Tandis qu'en situation de paix, on n'a pas ce système-là. Donc, il se passe les mêmes choses, en quelque sorte, mais, mais ça n'existe pas, enfin, ça ne se voit pas et personne ne veut en parler. Et, et, je reviens sur ce que je disais sur si on veut être en position dominante, si on veut être vraiment dans une position de pouvoir très important, euh, et puis de pouvoir avoir aucun état d'âme en quelque sorte par rapport à une capacité inhumaine de gérer des situations, que ce soit des situations dans un pays ou dans des institutions, etc. Il faut pouvoir se débarrasser en quelque sorte de son empathie, et pour ça, exercer des violences, c'est extraordinaire, c'est d'une efficacité totale. C'est vraiment, on le sait, hein, même bon, quand on veut transformer des soldats en tueurs, on les met en situation d'exercer des violences extrêmes, et ensuite, après, ils sont dans un système où ça devient des machines, des robots qui peuvent tuer sans aucun problème. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une façon de pouvoir se positionner de façon inhumaine ensuite dans plein de situations. Et c'est l'instrumentalisation de personnes vulnérables pour pouvoir avoir un sentiment de toute puissance, délation complet. C'est peut-être pour ça Donc que... ce système-là, on le retrouve partout. Enfin, je veux dire, les enfants, et les femmes et toutes les personnes les plus vulnérables paient un lourd tribut à ce système-là. C'est un système de pouvoir en fait qui existe depuis la nuit des temps. Oui, oui, qui a malheureusement, qui a presque toujours existé dans des sociétés qui sont des sociétés violentes, inhumaines, inégalitaires. Voilà. Après, plus la société est égalitaire, plus elle se préoccupe des personnes les plus vulnérables, moins il y a cette forme de violence. Mais là, c'est quand même préoccupant, hein. La tournure que prend les événements en France où les plus vulnérables sont quand même de moins en moins protégés. Quand on voit le nombre d'enfants à la rue, avec tout ce qui peut leur arriver. Oui, et là, la loi immigration va pas arranger les choses en plus. Et puis, on voit qu'on est en train de grignoter sur tous les droits sociaux, toutes les aides sociales, tout ce qui peut permettre justement d'éviter des inégalités trop grandes. Et que la lutte contre les violences va à l'encontre d'un système qui ne protège plus les plus vulnérables. Enfin, je veux dire, tout se tient en fait. On est
si on veut un monde vivable sans violence, il faut renoncer à des positions dominantes, à des positions de privilège. Mais là, apparemment, les Français, ils aiment bien les privilèges. Quand on voit un peu comment ça se passe avec Depardieu, c'était passé aussi avec Polanski et tout ça, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Sous couvert de, oui, mais c'est un grand homme, c'est un artiste, c'est... Quand vous étiez plus jeune, vous étiez psy débutante et vous disiez, quand j'ai commencé, tout le corps médical à tout niveau prétendait que ce que nous racontions n'avait aucun sens, que nous voulions nous rendre intéressantes, la culture de la violence habituelle. Mais finalement, on est toujours exactement dedans. Oui, 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 toujours. Oui, oui, non, mais ça, c'est clair. La seule chose qui est différente par rapport à il y a 30 ans, 40 ans, c'est ce qui est différent, c'est que on a beaucoup plus accès à des informations, à comment fonctionnent les mécanismes de la violence, les mécanismes des conséquences des violences, le psychotrauma, tous ces éléments-là, on les a. Alors, du coup, c'est moins facile de faire taire les victimes, c'est moins facile de les faire disparaître dans les systèmes psychiatriques, par exemple, en les internant. Enfin, il y a des choses il y a des nœuds de résistance beaucoup plus importants et une connaissance quand même de la réalité qui est beaucoup plus importante. Mais c'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, et les médecins, le corps médical dans son ensemble est un corps quand même assez dominant. Avec un système hiérarchisé et reste très opposé à la prise en compte des conséquences psychotraumatiques des violences et du fait de protéger les victimes. Bah, vous avez vu le signalement obligatoire des personnes les plus vulnérables. Il y a une opposition vraiment très importante, que ce soit du Conseil de l'ordre, que ce soit de la docteur Ray Salmon. Enfin, je veux dire, on se retrouve devant des murs, quoi. Pour les victimes, les médecins sont le premier recours, parce que je veux dire, l'impact des violences est tel elles ont besoin de soins, elles ont besoin de secours humains que peuvent leur apporter les médecins avec des soins à la clé et une protection. Qu'est-ce qui fait que vous continuez à vous battre, Muriel? Parce qu'on ne peut pas arrêter. C'est pas possible. Enfin, une fois qu'on a une connaissance de ce qui se passe et de la réalité de ce que subissent les enfants et de ce que subissent toutes les victimes, on peut pas laisser tomber, même si on a l'impression d'être en train de dramer continuellement. Et puis on a, je pense que malgré tout, le fait que on démorde pas. Moi, depuis à un niveau vraiment, bon, on peut dire plus militant, enfin avec toute une activité associative et une activité de recherche très importante au service des victimes, je vois quand même qu'il y a plein d'éléments qui, qui soutiennent les victimes. Enfin, c'est-à-dire que je, j'ai très peur qu'on ait beaucoup de mal à changer effectivement les systèmes institutionnels et tout ce qui est pouvoir politique dans les prises de décision. Mais en revanche, on peut soutenir les victimes pour légitimer leurs paroles, pour leur dire que c'est normal tout ce qu'elles ressentent, tout ce qu'elles vivent, c'est normal pour démonter la culture du viol, démonter les propagandes anti-victimaires. Enfin, dire la vérité, tout simplement, euh, et, et donner plein d'outils pour penser ce qu'elles vivent et non pas être complètement piétinées par tous ceux qui veulent les faire taire. Enfin, ça, je crois que là-dessus, c'est donner des outils de résistance, quoi, en quelque sorte, victimes, et des outils de soins aussi, de prise de conscience, des informations, et que ça c'est révolutionnaire, je pense que ça, c'est ce qui permet. Et, euh, et on n'est pas à l'abri
de nouvelles situations comme MeToo inceste, comme vous savez, les choses, c'est étonnant de voir comme parfois quelque chose prend et peut avoir d'un seul coup être une vague avec une puissance qui peut déferler qu'on n'a pas du tout anticipé. Et ça, sache que plus il y a de personnes qui sont conscientes des très graves violations des droits humains qu'elles ont subies, le côté vraiment, vous savez, le droit européen dit que les violences sexuelles sur les enfants sont des actes cruels, dégradants, inhumains. Plus elles sont conscientes de tout ce qu'elles ont subi, de tout ce à quoi elles doivent avoir accès, avoir droit. Euh, Plus elles sont nombreuses, plus ça représente quand même une force énorme. Et tout le système agresseur repose sur le fait de retourner tout contre les victimes, leur faire croire que c'est elles qui sont responsables de leur malheur, qui sont responsables des violences qu'elles ont subies, c'est elles qui sont responsables des conséquences qu'elles subissent aussi en termes psychotraumatiques, que tous leurs symptômes, c'est elles qui le fabriquent. Si on leur donne tous les éléments pour dire bah non, en fait, c'est les c'est l'agresseur avec les violences qu'il a fait, avec les violences qui sont le plus souvent préméditées, organisées, et c'est ce qu'il a voulu créer chez moi, toute cette souffrance et toutes ces conséquences. Eh bien, ça redonne une dignité aux personnes, ça leur redonne une estime de soi qui peut être une force immense pour remuer les montagnes, faire bouger les montagnes en quelque sorte. Je pense que là, c'est quand même des millions et des millions de personnes. Hein. Enfin, on est dans des chiffres où donc on parle d'une fille sur 5, un garçon sur 13, on parle d'un enfant sur 5 en Europe. Enfin, je veux dire, voilà, on parle de près de 10 millions de personnes qui auraient subi des incestes avec les dernières enquêtes de face à l'inceste, au moins, en tout cas, au moins 6 à 7 millions. Je veux dire, c'est beaucoup. C'est une armée de résistants, Muriel. Une armée de résistants. C'est une armée qui était complètement écrabouillée, en quelque sorte, étouffée, avec aucune estime de soi, qui ne se considérait. Enfin, on organise tout pour que les victimes se considèrent comme nulles, n'ayant aucune valeur, aucun droit. Oui. Et si on arrive à changer ça. Mais là, quand même, les gens se rendent compte, les gens se réveillent, les gens redressent la tête et ont envie de se battre. Je pense que ça peut être une force énorme. Mais il peut y avoir des vagues. Et puis, deuxième chose, les circuits de l'information, des recherches, les enquêtes, même si le journalisme est parfois très à la botte de certains pouvoirs, etc., mais il y a quand même toujours des systèmes qui arrivent quand même à empirer. Et le fait de dévoiler tous les conflits d'intérêts massifs qu'il peut y avoir, que tout ça apparaisse au grand jour, ça plus la force qui est là présente, prête à revendiquer en quelque sorte, ça peut créer vraiment quelque chose, un mouvement quasi révolutionnaire en fait. Eh ben on y travaille, Muriel. Tout le monde théoriquement est d'accord pour dire qu'il faut protéger les enfants. Tout le monde est d'accord pour dire théoriquement que les enfants, ça a de la valeur. Sauf que dans la réalité, c'est tout l'inverse qui se produit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas en position dominante, hein, et qui sont pas en position d'avoir été victimes de violences extrêmement graves depuis la petite enfance. Que l'on peut aussi, à qui on peut vraiment ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe. Et je crois que c'est en train de se produire. Parce que sinon, en tant que victime, on s'est retrouvé quand même beaucoup à devoir ramer seul. Enfin, tout ce qui a été obtenu malgré tout jusqu'à maintenant, c'est quand même les victimes qui les ont, toutes les personnes discriminées, les victimes qui les ont obtenues vraiment à la force de leurs bras, quoi. Mais aujourd'hui, on est rejoint par beaucoup de jeunes parents qui font très attention, qui ont compris. Voilà. Et c'était justement ça que je voulais dire. C'est même ce que je vois moi dans ma propre famille, dans la génération et même des générations de jeunes hommes
qui sont plus du tout en position dominante, qui ne supportent pas ça, qui se mettent à l'écart de tous ces systèmes habituels de privilèges, de position, de pouvoir, et qui veulent protéger leurs enfants, et qu'il y en a quand même de plus en plus, et puis qui veulent d'un autre monde, quoi, qui veulent être dans des relations humaines, et puis dans le respect d'autrui. Donc tout ça, ça couve en quelque sorte. Il y a un feu qui couve. Moi, je pense qu'il y a un feu qui couve, Oui. et que ça peut exploser, mais pas dans le sens d'une explosion de violence, hein, du tout, mais ça peut exploser dans le sens d'un mouvement énorme, avec une sorte de volonté politique du peuple lui-même, vraiment de l'ordre vraiment de la démocratie, là, pour dire stop, quoi, stop à tout ça, et on ne veut plus de ça. Bon, quand on voit que la tribune, là aussi, l'âge moyen des gens qui ont signé la tribune, je veux dire, c'est quand même, on est quand même dans, il y a quand même c'est un autre monde, quoi, ce monde de position, de pouvoir, de domination à tout prix. Je veux dire, il y a quand même des gens qui aspirent à autre chose. Ça, j'y crois. C'est pour ça aussi que je pense qu'il faut continuer à être là, à tout préparer pour que, au moment où ça. Mais en attendant, on lutte pied à pied pour obtenir. Donc, on va lutter pour les préconisations. On va lutter pour que tout ce qui a été fait par les Civises continue à vivre. On va continuer à travailler là-dessus. Enfin, je veux dire, le juge Durand, il va continuer de toute façon. Enfin, toutes les personnes là qui étaient très très impliquées dans la Civise, ce sont des personnes qui sont déjà militantes, qui ont déjà fait énormément de choses. Donc, on va pas nous empêcher de continuer à les faire. On va continuer à les faire. Donc, on va continuer à faire vivre ce système-là. Et puis, comme toujours, notre force, c'est que nous, on y croit, on est engagé, on bosse là-dessus. On n'est pas happé par des conflits d'intérêts de toutes sortes. Et du coup, c'est une force énorme. Enfin, au final, on traverse beaucoup de choses, hein, on traverse beaucoup de tempêtes en restant bien accroché. Et on a un fil conducteur. Et on est là. On va pas bouger de cet endroit-là. Merci Muriel. Merci. Vous m'avez remonté le moral. Il y a des jours, je doute. Maintenant, je reverrai votre vidéo. Non, bah moi aussi, ça m'arrive de douter, mais pas très longtemps, parce que je veux dire, et puis il y a plein de gens qui vous remontent, qui vous. Oui, oui, évidemment. Non, mais regardez ce que vous avez fait. Regardez moi, tout a changé pour moi avec. Voilà, on doute pas longtemps. Mais on est bien conscient qu'on a en face de nous des gens qui ne veulent pas que ça change. Ça, c'est clair, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas faire les choses, ils ne veulent pas faire le travail, ils ne veulent pas. Vous savez, j'avais fait une lettre au président de la République en janvier 2021, où je lui disais tout ce qu'il fallait faire. Et je lui disais aussi que il fallait changer totalement les choses, et il fallait reconnaître aussi à quel point l'État avait failli, la faillite totale de toutes les institutions de l'État, à quel point c'était très grave. On peut même être condamné au niveau pénal international, hein, si on ne protège pas des victimes de graves violations des droits humains, et si on ne poursuit pas, et si on ne condamne pas les auteurs. Donc j'avais demandé tout ça. Bon bah voilà, on est 3 ans après, mais je continue à le demander. Oui, ils vont peut-être être obligés de le faire un jour, bientôt. On va y arriver. Merci beaucoup Muriel pour cette conversation ensemble. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.